Merci. Je remercie Philippe Portilly et Catherine Mangenet qui est dans la salle, déjà pour leur action au niveau de l'Université de Strasbourg, qui du coup rejaillit évidemment sur Initiel, et puis pour l'action au niveau national aussi, vous avez un très fort travail d'accompagnement du numérique. Bonjour à tous, je suis très content que vous soyez là. En ces temps un peu compliqués, avec la charge de travail, la densité, la multiplication des séminaires sur la pédagogie aussi, et le numérique, qui fait que c'est une surabondance, et les restrictions de moyens qui font qu'on a de moins de moyens, et donc plus difficile pour se déplacer ou avoir du temps pour se déplacer. Donc je vous remercie vraiment. Euh, je vais commencer par une petite partie d'introduction déjà aux journées. Je sais pour être bien au clair sur ce que sont les journées initiales. Les journées initiales, c'est un temps de regroupement où on réfléchit un tout petit peu sur différents éléments. Donc cette année, on l'a fait en deux parties. On a fait une première partie où on fait des apports un peu extérieurs, structurés. On a fait trois apports sur cette demi-journée. On a un apport sur l'éthique et la réussite étudiante, tout ce qui est lié à la notion de travail-cognition avec les méthodes et apprentissage, avec André Tricot, qui sera en visio malheureusement, parce que les problèmes que j'ai évoqués font qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On aura aussi un apport sur comment former et accompagner les enseignants au numérique, ce qui nous permettra de faire un petit point, parce que c'est un sujet très en débat, très à l'actualité, qui pose des questions, qui se fait quelquefois d'ailleurs sans les enseignants, toujours amusant. On aura le point de vue des attentes des étudiants en matière de ressources numériques par Aloïs Dubois. Donc là, c'est toujours aussi une tradition initiale. On a toujours voulu que les étudiants soient présents dans nos échanges pour pouvoir avoir leur point de vue, quelque part, et leur vision, qui peut être assez différente de la nôtre, quelquefois. On va bien voir. Euh, Et enfin, à 17h45, on aura une intervention d'Isabelle Ramat sur les ressources éducatives libres. Et on verra qu'on est de plus en plus sollicité sur le sujet, y compris au niveau international, et qu'on nous demande de nous positionner sur le sujet. Donc ça me semblait important. Donc ça, c'est pour la demi-journée aujourd'hui, qui est plutôt une demi-journée d'apport avec un point de vue extérieur. Isabelle Ramat, on vient juste de parler de toi. Elle arrive. La journée du lendemain est au contraire une journée plutôt de travail interne, dans lequel on sera sur des ateliers, dans lequel je vous demanderai d'être le plus participatif possible. Donc on retravaillera un peu les règles, je vais revoir ça avec chacun des animateurs, mais l'idée c'est vraiment que vous participiez, c'est vraiment l'expression de tous les acteurs initiels pour qu'on puisse se projeter parmi les actions qu'on a menées. Donc on a repéré 4 actions. La première action, c'était la formation ouverte à distance, une opportunité pour nos disciplines. Ça sera Pierre Jarreau, responsable de la FIET, qui l'animera. Sur l'atelier 2, la lutte contre l'échec, le numérique, une opportunité, ça sera Sophie Géquier, et peut-être moi-même. Une longue négociation à gérer. L'atelier 3, c'est le handicap et numérique, ça sera avec alors, Annie Bretagnol, qui va intervenir, qui est chargée de mission pour le handicap au niveau du ministère. Et on aura un dernier atelier, l'impact de la réforme du bac S sur le L1, avec toujours Sophie Géquier. Et ça, je me permets d'insister un peu dessus parce que le petit tour de France que je fais sur les diverses actions que j'ai à mener m'interpelle toujours sur le fait qu'on ne prenne pas en compte cette évolution du baccalauréat qui risque de nous surprendre au mois de septembre. Voilà. Voilà, donc des ateliers qui seront plus sur les actions d'échange et du coup de travail plus actif. Néanmoins, je vais devoir vous assommer avec le rituel discours d'introduction. Je vais le faire. Alors le discours d'introduction, on a essayé de le faire, il va être un peu long. Maxime, tu me géreras le temps pour moi parce que ça va être difficile sinon. L'idée, c'est aussi qu'on puisse vous donner une vision plus globale de ce qui se passe sur Initiel et des actions initiales et des orientations initiales. Donc c'est à la fois des choses un peu plus globales, mais qui vous donnent aussi la tendance et la direction. Donc, je suppose que vous le savez, mais Initial aujourd'hui, c'est 38 établissements. Alors, c'est une progression, entre guillemets. Euh, c'est intéressant qu'on soit en progression parce qu'on est dans des temps de contraintes financières fortes et on a beaucoup de présidents ou beaucoup de cellules TIS ou de services numériques qui nous interpellent sur
je ne commence à plus avoir les moyens de financer l'adhésion à une UNT. Et donc c'est intéressant de savoir qu'on continue encore au moins à se maintenir, voire à progresser légèrement sur le sujet. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à côté des universités, commencent à nous rejoindre quelques écoles d'ingénieurs qui ont des premiers cycles, qui sont aussi intéressés par les contenus scientifiques. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Ce qui est aussi positif, c'est qu'Uniciel, c'est toujours notre fonction première d'une UNT qui était la nôtre, qui était de concevoir des ressources disponibles. On a 4000 ressources de type module ou chapitre qu'on a retravaillé, c'est-à-dire que c'est vraiment des ressources conséquentes, hein, c'est pas des petits bouts de QCM qui traînent à droite à gauche, c'est vraiment des vraies ressources utilisables telles quelles qui sont là. Et on a surtout 550 000 visites, dont 150 000 visites pour UL. UL, je vous rappelle, hein, c'est en gros le L1 et le L2, avec une partie de L3 en sciences, hein, sous forme de module autonome. 550 000 visites, ça veut dire que ça marche bien, quoi, tout simplement. Donc, voilà. À une ère où on se pose la question de à quoi sert une UNT, elle sert au moins pour 550 000 visites. Et les visites pour UL, c'est du coup sur des modules un peu construits, hein, donc ça veut dire des gens qui se forment, très clairement. Mais Uniciel, c'est évidemment aussi un appui au développement des ressources. Voilà, vous avez quelques titres des projets. Et on vous rappelle que le prochain appel sera lancé en mars 2013. Donc tout le monde au starting block pour le sujet. C'est aussi des projets phares ou des projets transverses, tels que la pédagothèque adaptée au cursus. Je reviendrai par-dessus, hein, mais qui est simplement le principe suivant. Hein. Dans toute université, on offre comme service à toute université qui le désire de faire le lien entre nos contenus UL et leurs contenus d'enseignement. C'est-à-dire qu'on mappe en fait très clairement les ressources Uniciel et les ressources et les contenus et les cours de l'université. Le projet banque de positionnement, c'est tout simplement offrir aux universités la possibilité de choisir dans une banque de questions mutualisée de quoi faire des tests de positionnement à l'entrée du L1. Soit pour préparer par exemple l'arrivée de ces étudiants qui ont modifié, dont on a modifié le parcours et donc on ne connaît pas exactement leur acquis, entre guillemets, soit tout simplement pour, dans un cadre de lutte contre l'échec, identifier déjà les étudiants qui seront en difficulté. Voilà. Mais c'est aussi un projet de rénovation technique de l'université en ligne qui est une de nos grosses composantes contenues qu'il fallait faire évoluer, qu'on est en train de finaliser. Alors Uniciel, c'est aussi des obscurs, des sans-grades, dont Maxime et Marie, pas très loin devant nous, qui sont des gens qui travaillent sur les actions transverses. Les actions transverses sont importantes, notamment une diffusion des usages et de la communication, avec par exemple le concours Blogosciences avec les étudiants, Science Express, les Serious Games qui plaît bien et qui a quelques honneurs, quelques médailles en chocolat. Mais aussi tout un travail moins connu sur l'indexation et l'aide à l'indexation sur Sublime.fr, dans lequel l'Uniciel a un rôle important, et donc Marie a une très, très grande contribution à ce genre de choses, mais aussi des partenariats initiés par Maxime avec différents partenaires, WebTV, Canal+, Bibac, l'étudiante, Cursus Futura Science, un certain nombre d'acteurs qui peuvent relayer notre message, qui peuvent relayer nos éléments d'appui au développement d'une culture scientifique dans l'université, globalement. C'est aussi un autre travail, c'est le fait qu'on participe au groupe de travail inter-UNT. Sur la participation au groupe de travail inter-UNT, on est très présent sur les aspects production, assez présent sur les aspects pédagogiques, et aussi présent sur le groupe diffusion. Donc grosso modo, Uniciel est pas mal impliqué dans ce genre de sujet. Quand je dis Uniciel, c'est évidemment vous, en tant que représentant d'établissement, parce qu'Uniciel en tant que tel, c'est pas un consortium comme c'est anonyme, c'est vous en tant que représentant d'établissement, et ça fonctionne très bien et une très bonne qualité de rendu. À tel point que on a été assez souvent cité en exemple sur le sujet. C'est aussi des actions à l'international sur lesquelles on demande de plus en plus d'être impliqué. Donc on a une convention cadre avec l'AUF, on participe à IOMED, dont Catherine Mogenet est une des représentantes. On participe évidemment aux différents colloques, congrès, UNESCO. Et on met en place des actions très concrètes. Voilà, l'action internationale se développe pas mal et j'y reviendrai. C'était un peu la partie état des lieux. Je voudrais revenir et vous faire partager les orientations sur lesquelles on a statué au Conseil
Uniciel. Alors, je m'en excuse si certains parmi vous sont évidemment étaient déjà au conseil, mais je pense que c'est important de les faire partager à l'ensemble des acteurs d'Uniciel. Le premier axe, et il est important, c'est de faire évoluer notre rôle d'UNT. Pendant longtemps, une UNT avait pour mission de produire des ressources numériques. La mission du ministère était très claire, c'était aidez-nous à développer la culture numérique et la production numérique française sur le sujet. On n'a pas eu à rougir, les chiffres que je vous ai donnés sont très bons, il ne faut pas se le cacher. Souvent on ne le dit pas, mais voilà. Sauf qu'à partir de 2010, on a commencé à nous interpeller en nous disant ok, vous avez bien réussi votre travail de production de ressources, on le reverra, on peut être du coup au niveau international assez bien placé, au niveau européen, on va nous demander de nous positionner sur des choses comme OCW, etc. Par contre, on vous demande de nous aider à développer l'usage en tant que tel. Avoir des ressources, c'est bien, vous avez un usage sur les portails, c'est bien, mais développer l'usage et notamment l'usage en formation initiale sur le sujet. Ce qui veut donc dire qu'on doit passer d'une logique de simple financeur de ressources numériques à une logique d'appui à la mise en œuvre en tant que soutien numérique des politiques d'établissement dans le domaine de la pédagogie. Donc on passe d'une logique de simple financeur à une logique de personnes qui vont travailler sur une notion de service, d'appui en tant que tel. Donc ça c'est important. C'est pas simple parce que quelques établissements nous voyaient simplement comme des éléments de financement de contenu numérique. Donc arriver avec une réflexion que je développerai par ailleurs sur les services, voilà, c'est un peu nouveau. C'est pas simple parce qu'on se heurte à des vraies difficultés. Je suppose qu'elles sont les vôtres. Hein. On pourra échanger dans les ateliers de façon plus forte. Une vraie difficulté parce que produire des ressources c'est une chose, développer les usages, c'est rencontrer d'autres résistances, d'autres formes d'action et il faut bien réfléchir au sujet. Voilà. Cet axe est extrêmement important pour nous. L'axe 2, c'est se positionner sur l'ensemble des établissements liés à nos disciplines. Très clairement, le manque de moyens dans les établissements fera qu'on devra de plus en plus avoir recours à la mutualisation et que la mutualisation, elle est basée sur le nombre. Donc il faut qu'on soit plus nombreux, tout simplement. Voilà. On représente un peu plus de 50% des effectifs sur le sujet, mais il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Alors à la fois dans les universités et écoles, et puis de façon plus large avec l'ensemble des acteurs qui peuvent nous aider sur le sujet. Donc ça, c'est un axe à renforcer, à travailler. Pas forcément un axe simple en ces temps de complexité financière. Ou de changement de gouvernance, parce qu'on a aussi ça. Hein. On est quand même un gros renouvellement des gouvernances qui se mettent en place avec des effets rebonds, pas toujours simples. L'axe 3, c'est d'explorer les pistes de consolidation financière. On a une subvention ministère, on a les cotisations des adhérents. Il faut essayer de trouver un peu plus de financement parce qu'on sait que malheureusement le financement État risque de décroître. Voilà, donc il faut qu'on essaie de trouver d'autres pistes. Donc on travaille sur des pistes que sont fondation, mécénat, prestations pour la formation continue, des projets européens internationaux, un certain nombre de pistes de consolidation financière, même si au niveau d'Uniciel, on est résolument dans une notion de service public. Donc on n'ira pas au-delà de cette notion de service public. L'axe 4, et c'est le dernier axe, c'est créer une dynamique propre pour l'international. On est très sollicité, on intervient pas mal. C'est pas une mission première, c'est pas la mission première que les établissements nous ont confiée. Hein. C'est une sollicitation qui s'est faite au fur et à mesure. Il faut en prendre acte, il faut l'acter, du coup devenir un acteur de référence. On a passé une convention avec l'Agence universitaire de la francophonie auprès des campus numériques. C'est déjà un premier point de reconnaissance pour pouvoir présenter et promouvoir les ressources initiales. Mais il faut qu'on aille un peu plus loin et du coup, il faut qu'on acquiert une autonomie financière sur le sujet. Voilà. Voilà ces axes. On pourra débattre, hein, n'hésitez pas hein, sur ces axes, sur ces évolutions. Elles sont pas neutres hein, en tant que telles. Hein. L'axe 1 est absolument pas neutre, évidemment. Même si ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre aspect financier. Et maintenant, je vais faire un focus qui pourra être utile pour les ateliers sur, en gros, quels sont les services qu'Uniciel propose de façon globale. La première situation auquel Uniciel a réfléchi, quand je dis Uniciel, on s'entend, hein, c'est l'ensemble des représentants qui ont voulu travailler sur le sujet. Hein. Uniciel, ça n'existe pas en tant que tel, hein, je répète, c'est vous, en tant que tel. C'est la situation des étudiants empêchés, salariés, malades, etc. C'est une situation de plus en plus critique, de plus en plus réelle en tant que telle, qu'on doit gérer. Donc on s'est dit que le numérique pouvait pas tout, évidemment, mais que le numérique pouvait aider. Et donc quand le numérique peut aider,
Bah, par exemple, l'absentéisme peut être en partie compensé par la mise à disposition de ressources numériques complémentaires ou alternatives. Voilà, tout bête. Par l'assistance à la mise en œuvre de centres ressources virtuels ou physiques s'appuyant sur des ressources numériques articulées au cursus de l'étudiant. Donc il y en a déjà, hein, il y a des choses à Bordeaux, il y a des choses à Paris 6, hein, notamment avec des ressources UL initiales, entre guillemets, donc qui existent en tant que telles. Donc voilà, déjà, ce premier point, on peut le faire. Si on est sur l'atelier lutte contre l'échec, on reviendra avec des scénarios très précis. Là, je veux juste montrer les éléments de base. Voilà. Donc ça, on peut travailler dessus et on peut faire des choses ensemble. On a aussi un rôle dans l'accompagnement de la lutte contre l'échec en premier cycle, même si on a été absolument pas sollicité par rapport au plan licence, comme en général le numérique d'ailleurs, en tant que tel. Voilà. Par contre, on a un rôle à jouer et par contre, on peut produire des dispositifs de remédiation. On peut mettre en place des modules de méthodologie d'apprentissage. On peut favoriser l'adaptation des enseignants aux évolutions des publics et étudiants. Ça, c'est une demande des enseignants. Ça, c'est assez curieux. Hein. On a de plus en plus. On a un public qui nous échappe un peu. Quels sont ses codes? Quel est son mode de fonctionnement? C'est pas toujours très simple. Et on peut optimiser la transition lycée université grâce à des tests de positionnement disciplinaire à partir de la banque de questions mutualisée. Donc on a un centre d'action possible sur la lutte contre l'échec, très simple, très. Vous verrez, hein, sur l'atelier, on a des scénarios, 3 scénarios types pouvant être mis dans chaque instance. Une autre thématique sur laquelle on est de plus en plus interpellé comme université et nous directement comme UNT en tant que tel, c'est la problématique des étudiants en situation de handicap. La problématique est relativement simple. La loi fait son effet. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir l'éducation, entre guillemets, enfin en tout cas l'école, aux étudiants en situation de handicap avec différentes modalités, fait que ces étudiants arrivent au baccalauréat, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Comme ils arrivent au baccalauréat, ils arrivent à l'université, tout simplement. Et l'université se retrouve dans une injonction paradoxale, elle doit prendre en compte ce public avec des moyens limités. Donc il faut pouvoir gérer. Et là aussi, le numérique peut aider. Il ne résoudra pas tout le problème, mais il peut aider à. Donc là, l'idée, c'est d'apporter des éléments numériques qui aident aux étudiants en situation de handicap. Là aussi, je vous renvoie à l'atelier qui aura lieu demain sur le sujet. Grosse problématique future et qui commence déjà à poindre son nez de façon assez forte. Une autre problématique, c'est le développement de la mobilité internationale entrante et sortante. Je ne sais pas si vous avez le cas, mais moi, en tant qu'enseignant-chercheur dans mes cours, je commence à avoir des problèmes avec des étudiants étrangers non francophones. Quand j'en avais un, ça allait. Quand je commence à en avoir 4 ou 5 dans mon groupe, ça commence à être plus difficile à gérer. Et je commence même à avoir des difficultés de gestion des groupes en interne, tout simplement. Une réalité du terrain, hein, voilà, ça modifie. Alors c'est une réalité, hein, ils sont là, ils viennent, nos universités cherchent à les attirer, à les faire venir, ça renouvelle, il y a un brassage extrêmement intéressant. Du coup, il faut pouvoir gérer ça aussi, cette réalité-là, terrain. Donc l'idée c'est d'aider ça au travers de ressources numériques adaptées, des glossaires, des synthèses en langue étrange, des sous-titrages éventuellement, des modules sur objectifs spécifiques. Bref, un certain nombre d'éléments qui peuvent à la fois conforter notre vie au quotidien et en même temps être des éléments de qualité et attirer dans nos universités les meilleurs étudiants étrangers de ce point de vue-là. Évidemment, si on a une mobilité entrante, on a une mobilité sortante. Ça veut dire que concrètement, on a des étudiants qui sortent sur des semestres à l'étranger. Sauf que les étudiants qui sortent sur des semestres à l'étranger, moi par exemple sur mon dernier cours, j'étais interpellé par une étudiante qui me disait je vais dans telle université qui se déroule, dont le semestre commence juste un peu avant ou au moment de la fin des examens et donc je ne pourrais pas passer votre examen. Je fais comment? Voilà, des questions toutes bêtes, hein, donc ce genre de choses. Et ensuite, j'ai d'autres demandes du style j'aurais bien aimé suivre votre UV, mais elle est présente qu'au printemps ou que. Voilà, comment on fait? Donc, ce genre de petites choses. Et là, concrètement, ça veut dire qu'on peut aussi mettre en place des dispositifs par rapport à ça, hein, bien sûr. Donc, tenir compte de cette réalité qui nous impacte de plus en plus. Un autre gros enjeu de nos universités, c'est la formation continue. Alors on va en reparler souvent parce que vous allez voir, je vais le redévelopper de façon plus forte puisque j'étais interpellé sur le sujet au niveau de l'UNT initiale sur ce qu'on pouvait faire et que grosso modo ça risque de se retrouver très fortement dans le projet de loi. Donc la notion de formation ouverte à distance et d'université va se retrouver. Alors clairement il y a des enjeux pour l'université, à la fois financiers et à la fois sociétaux, hein, de formation tout au long de la vie, formation continue, même si la frontière est quelquefois difficile à gérer. Donc sociétaux, c'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier, il n'y a pas d'argent. Formation continue, il y a un peu d'argent. Voilà.
J'y reviendrai, mais là, il y a tout un apport qu'on peut faire, mais je vais le redévelopper, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le sujet. Et un autre point qui est aussi une de réalité de nos universités, c'est la difficulté à quelquefois attirer un nombre d'étudiants suffisant par rapport à des masters très pointus, mais qui sont pourtant très qualitatifs, très liés à nos enseignements, à notre recherche en tant que telle, sur lequel on a des problèmes à la fois de public d'étudiants, mais en sens inverse, on a aussi quelquefois, malheureusement, puisque le renouvellement n'est pas parfait, ou les transitions ne se font pas parfaitement, on a des pertes de savoir. On a des gens qui étaient bons dans la discipline qui sont partis, qu'on a pu, parce que la thématique des laboratoires de recherche n'est plus là ou autre. Et il faut pourtant qu'on délivre un enseignement de qualité sur le sujet. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire qu'on peut faire et sur lequel le numérique peut apporter des choses, entre guillemets. Voilà. Voilà pour cette première partie qui était en gros l'ensemble des champs sur lesquels l'initial peut intervenir au niveau de l'appui à l'établissement et donc l'appui à l'enseignement en tant que tel. Vous voyez que c'est assez vaste, ça couvre des champs assez vastes et de façon assez importante. Donc on a un gros enjeu du coup avec les établissements adhérents et les autres d'aller plus loin et de développer ces éléments-là. En tenant compte évidemment des contextes qui ne sont pas toujours très simples en termes de moyens. Je voudrais revenir maintenant sur quelque chose sur lequel on nous a interpellé un tout petit peu. On nous demande de plus en plus, en tant qu'UNT, d'accompagner la politique du numérique au sens global, en tant que tel. Et dernièrement, on nous a fait remarquer que, par exemple, au niveau français, pensez moins de l'établissement, mais je pense que c'est important au niveau de la réputation globale de l'enseignement supérieur, on était très très bien placé en termes de ressources libres, en tant que tel. On est très très bien placé, mais très très bien absent. Complètement absent, voire souvent. C'est-à-dire peu présent. Pourquoi? Parce que du coup, c'est plutôt une approche anglo-saxonne, mais ça nous sera redit sûrement par Isabelle Rahman. Et je tenais à faire le parallèle avec un historique franco-français en prenant l'exemple du Niciel. Sur le sujet, on a d'abord eu des réseaux universitaires de centres d'auto-formation qui se sont créés. Donc on n'a pas d'abord créé des ressources, on a d'abord créé de la pédagogie, des usages. Ces centres ressources avaient besoin de ressources, donc ils ont commencé à créer des ressources. Ces ressources ont évolué, et donc du coup ont amené le premier cycle sur mesure et par la suite université en ligne, donc tout un contenu existant. On a eu ensuite des politiques du ministère sur les appels d'offres pour les campus numériques qui ont développé des contenus, donc pour nous Campus Sciences, etc., de formation ouverte à distance. Et enfin, en dernier lieu, on a eu cette fameuse mission de rattrapage du retard français, entre guillemets, en matière de production numérique. Donc on n'a pas à rougir, on est vraiment de bon niveau sur le sujet, simplement on est absent. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc on nous demande de le faire au niveau de coopération inter-UNT, c'est-à-dire que c'est à la fois une harmonisation des pratiques, on nous demande non seulement de développer ces pratiques en sciences humaines et de façon plus large dans l'ensemble des disciplines, donc on est obligé de s'harmoniser, mais aussi d'avoir un positionnement plus affirmé vers l'international en tant que tel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de MOOC. Qui a entendu parler de la notion de MOOC dans la salle? Il y a des chanceux qui ont échappé à la notion de MOOC. Bravo. Bravo. Vous étiez dans une grotte. Donc voilà, on a une inflation d'éléments sur le sujet qui, moi, m'amène à réfléchir et en tout cas, on a été interpellé plus globalement sur le sujet. Alors, au-delà des MOOC, vous allez voir, on a été interpellé sur un autre point qui était de dire, en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui se passe et en quoi ça peut être utile à notre politique. Et par rapport à ça, moi, j'ai fait un parallèle relativement simple, c'est de dire que dans la notion de MOOC, il y avait le mot open, dans la notion de formation ouverte, il y avait le mot ouvert. Pour moi, ça pouvait être proche. Et en gros, ça voulait dire simplement que la notion d'ouverture est remise en avant pour les dispositifs de formation ouverts et à distance, tout simplement. Voilà. Alors après, il y a différentes formes de MOOC sur lesquelles je ne vais pas intervenir, parce qu'il y a un peu de tout, mais le MOOC connectiviste, le MOOC X, qui est plus classique et plus proche de la FOAD, il y a différentes formes. Mais en tout cas, ça met en avant que la flexibilité, quand je veux, où je veux, comme je veux, et si je veux, et je rajoute le petit gratuitement, parce que c'est pas gratuit évidemment, tout ça, mais voilà, c'est l'esprit, nous met en avant cette notion de flexibilité. Et du coup, pour moi, ça nous interpelle parce que l'université va être interpellée pour mettre en place des dispositifs de formation pour répondre aux différents besoins sociétaux, et ces dispositifs de formation devront avoir comme caractéristique d'être flexibles. Pour la formation tout au long de la vie, avant c'était simple. Avant, vous aviez quelqu'un qui était, je sais pas, voilà, qui avait une rupture de carrière pour X ou Y raison, il se rendait compte qu'il s'était trompé, qu'il voulait se réorienter, bah, il venait à l'université,
Il suivait une formation continue, généralement diplômante, généralement longue, même si elle était accélérée. 1 an, 2 ans, voilà. Et puis voilà, il ressortait. Il trouvait un employeur, il ne trouvait pas d'emploi. En tout cas, il avait changé pour lui. C'était important, c'était un rôle important qu'on avait. Et bien ça, c'est de moins en moins possible parce que les mécanismes de financement sont plus là. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle suive des parcours fragmentés, diversifiés, etc. Donc cette notion de formation tout au long de la vie, elle est extrêmement importante. Il faut apporter des réponses flexibles. On a du mal à le faire. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu un peu ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu du coup, contrairement au MOOC, beaucoup d'informations, mais c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important qui vient de se passer. Cette notion de flexi-sécurité d'accord sur le sujet au niveau des salariés, où en gros, pour simplifier, on leur dit que en échange d'un certain nombre, je sais pas comment dire ça, allez, je vais être direct, d'un certain nombre d'abandons de droits, on leur offre une certaine forme de sécurité. Voilà, donc ce qu'on appelle en gros des dispositifs de parcours de formation qui leur permettent de conserver une compétence et une employabilité, pour simplifier. Donc ces notions se mettent en place, elles ont déjà été mises en place dans des pays nordiques de façon assez efficiente, donc il faut vérifier comment elles se mettront en place, mais en tout cas voilà, elles ont déjà montré une certaine forme d'efficience. Et là aussi, la notion, les universités vont être sollicitées de fait pour répondre sur ce sujet-là, et pas par angélisme, simplement parce que les coûts financiers sont tels que de toute façon, il faudra que le service public puisse s'y mettre aussi par rapport à ça. Donc le flexi-sécurité, ça arrive. Les étudiants salariés, on l'a évoqué, peut-être qu'Aloïs pourra rebondir dessus, mais c'est une réalité qui n'est pas gérée réellement en tant que telle, parce que simplement on n'est pas équipé pour le faire. On est équipé pour les étudiants qui étudient. Normalement, on a des bourses qui compensent le problème de rémunération, et théoriquement, le problème est réglé. Bah non, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Et puis, dernier point, la lutte contre l'échec qui impose des phénomènes de flexibilité là aussi, puisqu'il faut pouvoir répondre sur des diversités de situations qui ne sont pas simples, et pour lutter en grande partie sur des problèmes qui ne sont pas les nôtres en tant que tels, c'est-à-dire que des problèmes d'orientation qu'on doit assumer par la suite ne sont pas toujours gérés là où il faudrait et où serait le plus efficient, et c'est souvent à nous de gérer par la suite. C'est pas toujours très simple. Voilà. Donc c'est besoin de flexibilité. On peut se demander quel rôle une UNT comme initiale pouvait tenir. Alors l'idée, c'est d'aider ces établissements adhérents dans l'enjeu de la conception et la mise en œuvre du dispositif de FAD pour répondre aux enjeux de la formation initiale et continue. Vous allez voir, je marque formation initiale et continue, c'est volontaire. Donc grosso modo, une initiale peut aider. Comment une initiale peut aider? Bon, traditionnellement, parce qu'elle peut financer des contenus, des dispositifs, ça, il n'y a pas trop de problème, on connaît. Mais surtout parce qu'elle peut permettre de mutualiser la production de contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte face aux défis qui vont être ouverts, si chaque université se met à produire son propre contenu. Si chaque UMFR se met à produire son propre contenu. Là, l'idée, c'est de mutualiser le contenu. L'effort ne pourra pas être possible. C'est même pas un problème financier, c'est un problème de ressources humaines, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faudra me démontrer comment un enseignant-chercheur avec une pression forte sur la recherche, etc., va pouvoir consacrer suffisamment de temps pour participer complètement à l'écriture de son contenu. Alors qu'il pourrait participer collectivement, ce sera déjà plus facile pour lui, et qui pourra peut-être même du coup contribuer avec d'autres personnes dans un phénomène plus global. Donc ces mutualisations de production de contenu sont extrêmement importantes. Et puis deuxième chose, la mutualisation des bonnes pratiques et démarches. Là aussi, tout ce qui ressort dans ce que je vous ai mis là, il n'y a aucune chose qui est née spontanément d'initial. C'est à chaque fois des établissements qui avaient un élément qu'on a pu mettre en avant, qu'on a pu repérer dans nos échanges, etc. et qu'on a pu appuyer. Et donc en tant que tel, on doit à la fois travailler sur cette notion de mutualisation et à la fois travailler sur cette notion de financement. Et là, on peut faire des choses. Alors du coup, on a, et ça sera sûrement dans le débat sur l'aspect de l'atelier FOAD, on a émis entre une certaine forme d'alignement stratégique, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas, quelques réponses par rapport au problème de la formation ouverte à distance en université, et les réponses, les voici. On a imaginé 4 modalités technopédagogiques qui pourraient permettre de répondre à des besoins d'établissement, qui constituent une sorte de continuum formatif. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer du plus simple au plus complexe. Le premier, le centre ressources virtuelles, assez connu, je vais y revenir. C'est en gros un site, tout simplement. Le MOOC de type socio-constructiviste, parce que ça répond en effet à une demande, que ça fonctionne. Ça fonctionne sur un public particulier, ça fonctionne pour certaines matières, ça fonctionne dans certains cadres. Ça ne fonctionne pas pour tout, mais ça fonctionne pour une partie des éléments. Des dispositifs de formation à distance qui fonctionnent assez bien, puisque assez traditionnels sur le sujet, avec un tutorat collectif, c'est-à-dire avec un investissement qui n'est pas encore très fort de la part des établissements. Et puis, les dispositifs traditionnels, avec un tutorat individualisé, comment c'est le faire, mais qui sont plus coûteux, puisque plus il y a de la ressource humaine en tant que telle. Je vais redétailler un tout petit peu les choses pour montrer un peu les éléments plus concrètement.
Un centre de ressources virtuel, c'est simplement les ressources UL structurées dans une logique thématique et de progression académique. Ressources UL, je rappelle, hein, c'est les ressources de L1 et L2 autonomes, en gros, hein, des contenus de formation ouvertes à distance, mais qui ont été conçus en fait au départ pour les centres ressources. Avec par exemple des publics qui pourraient être des autodidactes, qui viennent chercher des ressources pour permettre de leur d'atteindre leur objectif d'apprentissage, parce qu'ils ne désirent pas bénéficier ou subir une structuration de leur travail pédagogique. Pourquoi pas. Mais ça peut être aussi des étudiants qui, à titre personnel, qui veulent développer qui veulent consulter des ressources en dehors de leurs ressources habituelles, pour X ou Y raison, parce ils préfèrent ces ressources-là, parce qu'ils ont un autre mode d'apprentissage. Dans un cadre OCW, ou tout simplement dans un centre de ressources mis en place pour des étudiants empêchés. Voilà, typiquement. Donc on voit que c'est un modèle qui est relativement simple à atteindre et qu'Uniciel possède quasiment déjà, donc voilà, peu d'efforts à faire pour le mettre en place dans les établissements. La modalité 2, c'est le MOOC de type socio-constructiviste, type C, ou connectiviste au choix, en fonction des différentes vocabulaires pédagogiques. Ça peut être pour des gens qui aiment travailler, comme ça, c'est une cible, elle existe. Mais ça peut être aussi pour des étudiants dont les enseignants désirent développer l'autonomie au travers de ce genre de pratique. Hein. Pour une partie de leur contenu, voilà, ils les envoient là. Alors nous, typiquement, un jour, j'en profite, parce qu'on a représentant de Limoges, on a été à Limoges présenter Uniciel et on a été étonnés parce que d'habitude on présente Uniciel devant un public d'enseignants et là il y avait des étudiants. Donc je dis, des étudiants, tiens, tiens, tiens. Donc je pose la question, vous êtes là, on vous a forcé? Ils me répondent, oui, 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 on nous a forcé. Et je dis, bah, qui est la coupable? Parce que sinon vous ne seriez pas là, et forcément à côté de vous, qui est le coupable? Parce que sinon vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas venu. Ils me disent, c'est elle, en me désignant une enseignante. Et du coup, je dis, bah, bon, pourquoi vous faites venir? Elle me dit, bah, parce qu'en fait, j'utilise tout simplement dans mes cours parce que je cherche à développer l'autonomie, etc. Et voilà, j'utilise les cours de ces cours-là en complément de mon cours. Voilà. Et c'était intéressant. Du coup, on a pu échanger, avoir un discours exigeant. C'était intéressant. Donc, on voit bien que ça peut être aussi une stratégie d'enseignant que de développer ces types d'usages en tant que tel. Pareil, hein, tout ce qu'on... Oui. Oui, excuse-moi de t'interrompre. Je voudrais juste revenir sur le mot forcé. Mm. En fait, Ouais. non, mais Excuse-moi. non, je précise quand même que la démarche a été pour chaque université numérique thématique que nous avons accueillie dans les composantes privilégiées au niveau des champs disciplinaires affichés, d'intégrer l'accueil dans le planning des étudiants. Ouais, ça a été une démarche volontaire de chaque directeur, soit d'école, soit de doyen de composante. Oui, bien sûr. Je disais ça Oui, par j'ai bien rapport compris. à la présence. Mais c'est vrai que c'est pas facile forcément de faire intégrer la démarche, enfin, la présentation du numérique dans le planning des étudiants. Non, c'est pas facile. Et ce qui est encore moins, enfin là franchement, ce qui était vraiment très très intéressant, c'est ce que j'ai témoigné. Hein. C'est-à-dire, c'est un usage. On sait qu'il y a des usages. C'est juste que chaque enseignant chercheur étant autonome, on a du mal à les voir très concrètement. C'est tout bête. Et là, moi, je trouvais ça bien. Ça très concrètement, tu vois. Des fois, on est interpellé sur des réunions du style et comment vous faites pour développer l'autonomie? Et moi, je dis voilà, vous allez à Limoges, vous allez voir une personne, voilà ce qu'elle fait très concrètement. Et en effet, ça entraîne tel et tel effet positif voilà, dont on pourrait discuter. C'est tout simplement cette remontée d'informations du quotidien, ce terrain qu'on voit pas, et ça c'est vraiment bien, quoi, tout simplement. Peut-être qu'on sature au niveau des grandes réunions, hein, c'est pour ça. De temps en temps, d'avoir des choses terrain, c'est bien. La modalité 3, c'est un dispositif de formation à distance avec un tutorat collectif. En gros, c'est une plateforme structurée sur le sujet. On a déjà les contenus. Il suffit simplement que l'université apporte ses contenus complémentaires en tant que telle, et qu'elle se concentre sur l'essentiel dans une formation ouverte à distance, c'est-à-dire la structuration d'activités pédagogiques en tant que telle. On sait que c'est ce qui fait la qualité d'une formation ouverte à distance, c'est la structuration de ces activités. Le contenu, bien sûr, il faut qu'il soit rédigé correctement, bien sûr, il faut qu'il soit logique, bien sûr, il faut qu'il soit ergonomique, c'est essentiel, hein. Sauf que ce travail-là, on l'a déjà fait. Et on sait que le contenu, c'est 80% des budgets en moyenne. Voilà, donc on sait qu'on peut mettre les choses en œuvre assez facilement. Alors je vous passe hein, sur les exemples de cibles d'usage. Mais vous avez le dernier point qui est en fait simplement un dispositif classique avec un tuteur individualisé. Et là, ça peut fonctionner pas mal. L'ensemble de ces dispositifs, je ne sais pas si vous avez vu, peut être remis en œuvre soit en formation ouverte à distance, soit en formation initiale. Hein, donc on a un continuum formation initiale, formation continue, formation tout au long de la vie qui existe et qu'on peut utiliser sur le dispositif. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant,
c'est qu'on voit que quand on réfléchit au fond du problème, en fait, on retrouve les mêmes problématiques. C'est-à-dire que la flexibilité de nos dispositifs, ce que peut apporter le numérique, peut être mis au service à la fois de la formation initiale, à la fois de la formation continue, de la formation tout au long de la vie. Et avec très peu de frais, puisque grosso modo, les éléments de base sont les mêmes. Il s'agit simplement de scénarios organisationnels différents. Du coup, pour moi, l'effet moque entre guillemets sur le sujet, c'est un effet voilà, qui est peut-être un élément pour bousculer la pédagogie universitaire. J'y crois pas en tant que tel. En tant que tel, ça va pas modifier l'ensemble de la pédagogie universitaire, ça va un peu plus l'ouvrir, parce qu'il y a des choses du coup qui sont possibles. Mais il faut faire surtout attention à ne pas rater à nos enjeux de l'établissement, la lutte contre l'échec, l'insertion, la flexisécurité, la formation tout au long de la vie. Et du coup, réussir à apporter une flexibilité, une ouverture dans nos dispositifs et pour nos universités. Et donc en conclusion, globalement, l'idée c'est que Uniciel, c'est une université de tous, une université numérique de tous, c'est que participer à Uniciel, c'est a pour but pour moi de favoriser la mutualisation des efforts que chacun doit faire. Donc, chacun en doit faire dans son établissement, c'est une réalité. On va être obligé de s'affronter tous à ça, tout en préservant son autonomie. Il ne s'agit pas de déléguer ce qui fait notre enseignement, ce qui fait notre qualité à une métastructure. Il s'agit bien de participer au réseau qui lui-même permettra à chacun de gérer son autonomie comme il le souhaite, dans des complexes compliqués de fusion. Strasbourg, vous avez géré ça assez brillamment d'ailleurs, parce que c'est une grosse fusion que vous êtes en train de finaliser. Mais on voit par ailleurs des recompositions complexes au niveau des fusions, des presses, des territoires. Le tout un peu plus compliqué par des sites. Voilà, le nouveau mot à la mode, c'est les contrats de sites qui vont arriver. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Poser quelques questions. Je suis un peu en avance. Je suis même bien en avance. Formidable. Cette fois, j'ai été super rapide. Vous m'avez compris quand même, parce que du coup, quand je suis super rapide, je suis un débit super rapide. Des questions, des réactions dans la salle? Des réactions, moi. Tout le monde est d'accord? Non, c'est pas possible. Quand je... Michel, tu voulais parler? Sur cet article, sur ce que j'ai pu présenter sur les aspects services, entre guillemets. Rien que sur ce premier scénario, ça vous semble déjà une problématique réelle, une problématique que vous vivez au quotidien ou pas? Cette notion de situation d'étudiant empêché. Vous la gérez comment? Sophie Oui, je disais on la gère mal. Je pense que l'on la gère de plusieurs manières. Certains enseignants peuvent... Alors je vais parler pour ce qui se fait dans mon établissement, hein, donc à Bordeaux. Hein. Certains enseignants décident de mettre une partie de leur cours, je vais le dire comme ça, quand ils ont un support numérique sur la plateforme. Mais ce n'est pas obligatoirement pour les absents. Certains utilisent des ressources complémentaires des UNT, quelques-uns, je tiens à le dire quand même. Donc ça peut. Le problème, c'est le découpage calendaire, parce que pour aller pallier à un absentéisme de quelque sorte qu'il soit, hein, donc étudiant empêché, il faut quand même gérer la progression. Et là, la progression dans la discipline. Et là, on a un souci. C'est comment on le met en place à distance ou comment on le met en place sur la plateforme. Est-ce que c'est géré par l'enseignant de TD, pour le dire comme ça? Est-ce que c'est géré par le responsable du E et qui impose à tout le monde du coup de suivre un planning? Voilà. Et donc du coup on a un souci si on veut réellement coller sur le groupe. Alors après il y a parfois des situations qui peuvent être gérées, c'est-à-dire que des étudiants qui sont salariés ou malades, ils rentrent finalement dans un profil spécifique et on a quelqu'un qui va les suivre, tant d'un point de vue administratif ou qui peut faire appel à quelques tuteurs, hein. En général c'est des tuteurs qui viennent aider, et pour eux on leur fait à ce moment-là un programme qui est complètement à distance.
Donc ça, voilà, en effet, il y a une réalité de terrain qu'on peut mettre en place. Simplement, ça demande des bras. Et c'est pas toujours évident d'aller faire bouger les collègues sur ça. Merci. Moi, je suis toujours très impressionné par Bordeaux 1 de ce point de vue-là, parce que même si vous avez des réflexes dus à votre passé sur le sujet, c'est quand même assez impressionnant. Rapidement, en termes de sondage, du coup, qui a dans son université un dispositif spécifique pour les étudiants empêchés? Hein? Bah oui, par ici. Bon, voilà, donc on voit qu'il y a un travail. Oui, bien Je sûr. peux en parler un petit peu. Bien sûr. À propos des empêchés, d'abord, il y en a de différentes natures. Hein. Pour ceux qui sont malades, qui ont des handicaps, il y a quelque chose qui s'appelle le relais handicap santé et qui s'occupe vraiment très fort et très bien d'eux. Et c'est souvent pas facile pour les collègues parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne restent pas étudiants très longtemps parce que leur maladie évolue mal. Il y a des gens avec lesquels c'est beaucoup plus agréable comme empêché, c'est les sportifs de haut niveau, les gens comme ça, parce qu'ils sont pleins de dynamisme, ils savent gérer leur temps et tout. Donc, grosso modo, on leur passe du matériel, un peu de tutorat, et grosso modo, ça se passe bien. Non, mais ça fait plaisir. Après, le soutien aux étudiants qui sont empêchés momentanément et qui sont à l'université, c'est beaucoup moins facile parce que souvent, ce qui manque, c'est le temps. Beaucoup plus que s'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils cherchaient un boulot, un logement ou des choses comme ça. Et honnêtement, c'est pas les TIS qui arrangent ça. Alors ça peut leur permettre de travailler à un autre moment s'ils travaillent dans la journée, mais c'est un peu des choses comme ça. Et là, c'est difficile de mutualiser parce que ce qu'ils cherchent, c'est les ressources du cours de leur enseignant à un moment donné. Hein, c'est pas un planning. Quelqu'un qui aurait pas handicap santé, on lui fait quelque chose sur l'année, que ce soit les ressources de la fac ou du NICIEL ou d'autres choses, ça n'a pas d'importance. On peut vraiment travailler avec. Quand c'est dépanner un étudiant sur 2 cours, là, il faut vraiment que ce soit des ressources très proches. Hein. Bon, alors maintenant, je change de casquette. Hein, je suis venu un peu aussi au titre de la FIED. Et là, il y a un groupe de travail. D'abord, on est un peu schizo là-dessus, parce qu'on voudrait bien que l'enseignement à distance ne soit pas qu'un enseignement pour empêcher, hein, que ce soit une vraie modalité d'enseignement comme les autres. Mais enfin bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des empêchés. Et il y a un groupe de travail qui travaille sur les étudiants qui sont en prison et des gens comme ça aussi. Donc ça, si vous voulez des contacts, je pourrais vous les passer. Hein, quand on a des étudiants incarcérés, il y a 2 choses à faire, soit aller dans les prisons, soit les faire travailler à distance. À distance, a priori, c'est plus facile. Ça s'est aggravé ces derniers temps parce que les plateformes numériques de formation ne rentrent pas très bien dans les établissements pénitentiaires où le web est assez filtré quand même. Grosso modo, le papier, ça allait plus facilement. Merci pour cette intervention qui montre aussi la difficulté du coup d'un problème qui est en effet entre des discontinuités très partielles et discontinuités plus longues à gérer. Voilà. Donc là, on voit typiquement qu'on est sur quelque chose qu'on pourrait développer un peu plus dans les établissements, tout simplement avec des scénarios relativement simples, et ça, on se reportera à l'atelier. Du coup, ça me donne envie de continuer un tout petit peu sur le sujet, en posant la question sur la lutte contre l'échec. Est-ce que des gens ont déjà des éléments numériques qui se mettent en place dans la lutte contre l'échec parmi ceux qui sont présents? Quand même, au moins une réponse. Théodorina, tu peux nous en dire un petit peu plus? Théodorina Tibarsem, Université Lille. Donc, depuis le précédent quadriennal, la lutte contre l'échec était affichée comme volonté politique et priorité, et le service enseignement et multimédia était associé pour les aspects du numérique. Concrètement, ce qui se fait sur le terrain, c'est des positionnements, un petit peu dans l'esprit qui s'est élargi avec les projets initiels, donc prérequis niveau secondaire, débouchant sur des dispositifs de tutorat et d'accompagnement, des initiatives individuelles aussi dans certaines filières, comme par hasard pour les maths, pour des choses, mais pour les maths, pour les économistes, donc des matières qui ont des choix, des filières qui sont faits au départ par refus d'une matière, mais qui devient indispensable finalement pour la poursuite des études.
Et les retours sont un petit peu mitigés dans le sens, et un petit peu convergents malheureusement, dans le sens où tous nos relais enseignants nous disent que finalement ça cible pas les vrais étudiants en difficulté, que finalement ceux qui vont venir en tutorat, ceux qui vont répondre, ceux qui vont passer même les tests de positionnement, si ce n'est pas un passage organisé sous contrainte dans des créneaux de TD par exemple. Donc si c'est un accès libre, c'est toujours les 20%, 30% des bons étudiants qui le font. Donc du coup, on cherche des solutions miracles. Et il y a toute une réflexion qui est liée aussi à la mise en place de nouvelles maquettes d'enseignement où tous ceux qui ont dit bon, la présence en cours en TD n'est pas obligatoire commencent à réfléchir, à revenir à un modèle beaucoup plus ringard de contraintes fortes, justement pour amener déjà les étudiants qui n'ont pas de bonnes raisons pour ne pas être en cours, pour être en cours. Et ensuite, les statistiques des étudiants qui travaillent, donc ce que nos services nous remontent comme données, c'est assez impressionnant. Pratiquement 60% des étudiants inscrits en présentiel, mais qui ont une activité salariée. Et là aussi, un questionnement, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, être un politiquement incorrect. On se demande si l'inscription universitaire, ce n'est pas uniquement un prétexte pour avoir accès à un travail avec le statut étudiant pour un certain nombre assez important. Parce que sur toutes les listes des étudiants qui sont censés venir en cours, on constate, malgré le contexte de l'année universitaire ou de la matière, on constate toujours un 20% d'étudiants qu'on ne voit jamais et qu'on voit éventuellement en examen obligatoire. Donc, partage d'expérience, j'attends les ateliers pour voir si jamais il y a des pratiques et des solutions miracles. Solution miracle, il n'y en aura pas, ça sera à peu près sûr. Sur la lutte contre l'échec, ça c'est à peu près sûr, parce qu'une des solutions, ça serait bien sûr le travail sur l'orientation, ça serait bien plus efficace. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu pointes du doigt, c'est que souvent les dispositifs sont pris par les meilleurs des étudiants, entre guillemets, et pas forcément par ceux qui en ont le plus besoin, ce qui du coup pose quand même la question très forte de l'autonomie de l'étudiant quand il arrive à l'université, et du travail qu'on doit faire sur le sujet. Donc, voilà. Donc, Sophie. Je peux relier les deux sujets avec ce que tu viens de dire en fait vis-à-vis des étudiants et de l'autonomie et la partie FOAD dont parlait Pierre juste avant. On a amené une petite réflexion à Bordeaux 1 en fait sur les étudiants, je vais le mettre entre guillemets, qui s'ennuient en première année. Parce qu'on a quand même quelques étudiants, on a tendance à niveler beaucoup par le bas pour essayer de faire remonter ceux qui sont faibles. Et puis finalement, ceux qui y arrivent à l'université par choix, on en a quand même quelques-uns et qui sont de mon niveau, ils s'ennuient. Donc on s'est posé la question justement d'ouvrir sous des modalités à distance certaines UE complémentaires. On a démarré notamment avec ce qu'on appelle les licences internationales, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une mineure qui n'est pas dans leur discipline et qui vont travailler à distance. Et on a aussi décidé, alors ça c'est dans le cadre vraiment, je dirais, établissement de mettre en place ces licences internationales, mais on leur propose aussi dans certaines UE d'aller plus loin via la plateforme, etc., etc. Je pense on se centre beaucoup sur la lutte contre l'échec, mais il ne faut pas oublier ces étudiants-là, et les ressources numériques peuvent aussi ouvrir des perspectives pour ces étudiants et leur permettre d'être bien à l'université. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, nous, ce qu'on a fait à Strasbourg, c'est qu'on a un peu surfé sur le plan réussite en licence en se disant que le glissement qui était de constater que l'empêchement, c'était pour tout le monde. C'est un glissement sémantique, mais ça fonctionne assez bien. Finalement, la recherche de modes hybrides, alternatifs d'accès à la formation, d'accès au contenu, d'accès aux ressources, ça aide à regarder la communauté universitaire avec l'ensemble de ses facettes. Et quand on a glissé du plan réussite en licence en tant que tel vers l'intégration de certaines activités de soutien, on l'a fait au sein de la plateforme pédagogique de façon très simple, c'est qu'on a créé une catégorie d'activités que les enseignants peuvent préempter quand ils ont décidé de créer ou de déposer des ressources spécifiques pour aider certains étudiants en échec. Alors ça s'est fait dans la douceur, avec l'accompagnement de tuteurs qui ont aidé à ce que les enseignants qui n'avaient pas le loisir, le temps ou la capacité
de médiatiser ces ressources facilement, l'ont fait avec l'accompagnement de tuteurs et l'accompagnement de la direction des usages que je conduis. C'est une des thématiques qui nous a permis de discuter de ces modes hybrides et de l'ouverture finalement d'esprit que l'on doit avoir aujourd'hui. Hein, on est d'accord, on est à plus de 53%, je crois, ici, d'étudiants salariés, donc avec une capacité d'empêchement forte, et ces dispositifs doivent évoluer en ce sens. Et je pense que les efforts qui sont faits de mise en relation entre des ressources dites éditées, ce que sont les ressources des UNT, des ressources créées par les enseignants, les cursus, les items, les UE, tout ça, ça concourt à conduire vers cette autonomie de regard et d'action sur ces cas qui sont en train de finalement de nous apparaître comme étant extrêmement complexes à gérer quand on est dans son cercle d'activité, c'est-à-dire avec ses étudiants, un domaine d'enseignement et des résultats qu'on essaye d'obtenir effectivement au bout. Pendant qu'on est sur cette thématique, moi ce qui m'a étonné, c'est la faible mobilisation par rapport à l'évolution du baccalauréat S. Alors, je sais bien qu'on en est à la deuxième, à la troisième réforme sur le sujet, et sauf que là il me semble qu'on est vraiment sur une évolution forte. Et là, est-ce que, là pareil, je vous repose la question, quels sont les établissements, dans vos établissements, est-ce qu'il y a une action particulière sur le sujet? Une sensibilisation quelconque, une information, une action quelconque. Dites-moi. Sophie Théodorina, vous êtes interdit de parole. On a repéré Lille 1 et Bordeaux 1. Non, je vais vous la redonner. Mais par contre, voilà, moi du coup, ça m'interpelle, parce que je me dis, tiens, c'est curieux, on a vraiment des fractures entre majorité qui, a priori, en tout cas, c'est peu diffusé, on va dire. Je ne sais pas si l'action n'a pas lieu, parce que ça, dans nos universités, il faut toujours se méfier. On a tellement de composantes, de choses comme ça, qu'on a toujours un petit coin qui fait quelque chose. Et puis, du coup, c'est un impact qui va arriver. Sophie, si tu veux un peu en parler, tu géreras l'atelier. Allez, j'explique. Alors, dans mon établissement, donc sciences et techniques, on a la chance d'avoir un département licence. Donc, la première année n'est pas gérée par les UFR, mais gérée par un département à part, qui était le département premier cycle à l'origine et qui est devenu département licence. Ça, c'est le premier point que je voulais pointer. Et nous sommes notamment, une grande partie des enseignants qui interviennent en première année font partie de l'association Promosciences. Donc on a aussi une réflexion qui est menée derrière sur justement ce qui se passe au sein de nos établissements. Et nous avons dans l'établissement un chargé de relations rectorat, donc avec le secondaire. Donc tout ça a fait que nous sommes en train d'organiser pour le mois de février, dans quelques semaines, une journée d'information pour nos collègues, pour ceux qui n'ont pas encore suivi un certain nombre de journées d'échange, puisqu'on est quand même quelques-uns à travailler sur cette transition lycée-université et sur l'impact de la réforme. Donc on est en train d'organiser une journée où viendront parler des IPR, plus des enseignants, de manière à ce que les collègues soient sensibilisés. Donc on a mis ça en place. Je voudrais dire que dans beaucoup d'établissements, ce sont les IREM qui travaillent sur cet impact. C'est vrai que les mathématiques sont en général plus en amont sur ça parce qu'il y a des liens très forts entre le lycée et l'université que n'ont pas les autres disciplines. Voilà, je voulais juste amener ça aussi. Très bien. J'en profite du coup pour rebondir, pour dire que Sophie anime des webinaires uniciels. Alors, qu'est-ce qu'un webinaire uniciel sur le sujet? Donc, c'est simplement que, je ne sais pas si vous l'avez reçu en tant que correspondant pour les correspondants, pour les autres, je ne sais pas si ça vous est parvenu. C'est tout simplement Sophie qui intervient sur le sujet, donc pour permettre à des enseignants isolés de bénéficier du coup d'une action. Oui, Maxime. Oui, il y a Sophie et il y a d'autres également. Oui, c'est aussi Olivier Oretta qui est intervenu sur les aspects informatiques, et ce qui était très intéressant parce qu'on a une bonne évolution. Je vais lancer d'ailleurs un appel. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à nous proposer des webinaires sur cet impact, ça pourrait être très intéressant. C'est une très bonne idée, parce que du coup on voit que l'impact est différent selon à la fois les disciplines, mais aussi selon les établissements, aussi en fonction des choix qui ont été faits. Donc
Voilà, pour information, on le rediffusera cette information de façon plus générale et on communiquera, mais n'hésitez pas à déjà participer. Ce qu'on peut aussi faire, dans le cadre d'Uniciel, c'est organiser des sessions spécifiques dans votre établissement. Donc, n'hésitez pas à le noter, à nous le demander, il n'y a aucun problème pour le faire. Ou pour vous aider à faire quelque chose de conjoint, si vous avez déjà des actions transition lycée-université, parce qu'il y en a déjà pas mal, celle-là par contre. Donc c'est un peu dommage de ne pas bénéficier des forces en présence locale. Donc simplement emmener un débat plus large. En tout cas, c'est intéressant, parce que du coup, moi, ce que je trouve intéressant dans cette revue rapide, on va s'arrêter là, parce que c'est vrai que malheureusement, je pense qu'on va arriver à tomber sur les... À moins que, quand même, ça peut être intéressant. Non, je me demande si du coup, ça vaut peut-être pas le coup de pousser un peu le sondage pour vérifier l'état des lieux. Je trouve ça en direct, ça serait intéressant. Situation de handicap, quelqu'un a une action particulière ou pas par rapport à son UFR, à sa filière? Alors en général, il y a des actions. C'est pas parce qu'elles sont pas présentes, c'est en général, il y a des actions. Simplement, en général, elles sont gérées par le service handicap. Donc voilà, l'élément clé, et c'est dommage. Ça serait intéressant de décloisonner un tout petit peu, parce que j'ai eu la chance d'assister à une de leurs journées, et ils étaient bien seuls. Et là, je me dis que ça aurait pu être intéressant d'échanger, de parler ensemble et collaborer. Et donc, il y a un projet qu'Uniciel porte sur le sujet pour justement échanger entre les différentes composantes de l'université que peuvent être les composantes scientifiques, les services spécialisés du type numérique, service TIS et autres, et les services handicap, parce que du coup, on voit que c'est aussi un problème de dialogue souvent, parce qu'ils travaillent un bon travail, mais souvent seuls. Donc, quand ça existe, autant le développer. Mobilité, des actions spécifiques par rapport aux étudiants étrangers. Pas plus que ça. C'est souvent géré par les relations internationales et en tant qu'enseignant, on a du mal à avoir des accès. Je pense qu'il y a cette problématique-là aussi souvent. Le fameux bunker. Non, je plaisante. Oui, c'est souvent géré par les relations internationales. Le problème, c'est que les relations internationales s'occupent souvent de l'avant, de l'accueil, et puis après, c'est un peu plus difficile pour elles, c'est pas leur domaine. Je suis d'accord avec toi, mais là aussi, c'est un travail de liaison qu'on fait pas forcément. Formation continue. Ah, un exemple. Je voulais poser la question, enfin, dire quel problème j'ai rencontré, puis poser la question de la formation continue des enseignants. Alors l'étude de cas ou le cas de base, c'est que on a démarré cette année une spécialité ISN, informatique et sciences du numérique, dans les classes terminales S. Et donc l'année dernière, il a fallu former des professeurs, puis on continue cette année pour ce faire. En gros, il y avait zéro moyen, voilà, zéro pour faire. C'est l'axiome de base. Et puis après, le ministère a commandé aux collègues de Limoges, donc avec Olivier Ruata, une formation en ligne avec un peu de tutorat pour ces enseignants-là à partir d'un programme qui avait été défini. Je fais juste un constat, c'est que dans notre académie, alors c'est la Lorraine, après chacun peut avoir son expérience, mais les professeurs, y compris ceux qui habitaient très loin et qui n'avaient rien, c'est-à-dire pas un sou payé pour leur déplacement, ont préféré en majorité, cette année on a quelques-uns qui suivent la formation à distance de Limoges, mais ils ont préféré en majorité venir une fois par semaine à l'université plutôt que de s'inscrire à la formation. On leur a laissé le choix. Ça m'amène à plusieurs remarques. La première, c'est que les gens ne sont pas habitués à apprendre de cette façon-là, et donc je pense qu'on a vraiment un travail à faire dans les universités au début pour les y mettre quelque part, parce que même des enseignants relativement jeunes, dynamiques, etc., ça ne mord pas. La deuxième remarque, c'est qu'à mon avis, la formation des enseignants, c'est un gros boulot, c'est une mission fondamentale pour nos universités. On parlait de changement de programme, il y a quand même beaucoup de disciplines, notamment technologiques, qui sont complètement transformées, chamboulées, les BTS changent, etc. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de formation continue et pire, de complète reconversion. Moi, je connais des collègues à qui on a dit demain, tu passes un concours administratif ou alors tu deviens prof de maths. Le gars, il est formé des géomètres.
bien, pourquoi pas, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pas tout à fait le niveau peut-être d'Uniciel, mais je pense que des modules niveau L3, hein, pour parler concret, devraient pouvoir être utilisés dans l'actualisation des connaissances des enseignants, et je pense que c'est un public pour lequel on a un devoir de présence. Voilà, c'est une déclaration. Il y a deux éléments dans ce que tu viens de rapporter qui sont un peu différenciés. Le premier, il est globalement sur la formation ouverte à distance. On a des spécialistes sur le sujet, donc j'ai pas plus développé que ça, mais c'est forcément plus difficile. C'est forcément plus difficile, ça demande d'être proactif, grosso modo. Ce qui caractérise un étudiant en formation ouverte à distance, c'est qu'il faut qu'il fasse l'effort par rapport. Le second point, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on vient en formation, on vient certes pour acquérir des connaissances, mais on vient aussi pour se socialiser. Et chez les jeunes, la socialisation est un élément extrêmement important. Donc ne l'oublions pas, donc se socialiser, c'est échanger avec les autres. Donc la formation ouverte à distance n'est pas un miracle par rapport à ça, elle a ses avantages, ses inconvénients, et notamment ces problèmes-là. Du coup, il y a un savoir-faire qui est développé, de tutorat, etc., pour créer du lien, mais évidemment, le coût de ce développement est là, et par rapport au présentiel, ben voilà, c'est des choses qui se discutent. Donc oui, en effet, c'est pas si facile que ça, la formation ouverte à distance, c'est pas une panacée. Le deuxième point que tu évoques, c'est celui de la formation des enseignants. C'est un sujet qui est sensible, parce que c'est un sujet un peu tabou, parce que si on enseignait que dans notre recherche, ça serait bien, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, on se retrouve quelquefois. Alors bon, plus on est ancien dans la carrière, etc. Voilà, mais quand même, donc c'est un sujet un peu sensible sur lequel il y a une espèce de non-dit qui est grosso modo, puisque tu es enseignant supérieur, tu sais te débrouiller et tout faire en autodidaxie. Ce qui est pas faux, hein, ça se fait. C'est juste que ça serait peut-être plus confortable de le faire avec d'autres moyens, mais voilà, c'est pas posé en tant que tel. Maintenant, en faisant attention, on a aussi notre autonomie. Hein, donc, on a un prix à payer sur l'autonomie, elle n'est pas forcément simple à gérer de ce point de vue-là, notamment par rapport aux actions. Là aussi, je pense que c'est un sujet qui est un peu complexe, qui commence à se poser, puisque les manques de moyens sont là, que les gens interviennent de plus en plus sur des champs qui ne sont pas forcément leur champ à eux, hein, disciplinairement. Moi, j'ai eu en effet un certain nombre de collègues qui concrètement sont passés d'un champ à un autre, simplement parce que le leur n'était plus là, quoi. Voilà. Ça se fait, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que peut-être réfléchir à une sorte d'accompagnement serait peut-être un truc plus simple à gérer. Sur les aspects master, oui. Karim Khalfan de l'IUT Pasteur à Strasbourg. Alors, j'ai l'impression que vous connaissez tous, hein, donc c'est très difficile parce que on ne sait pas qui est qui. Excusez-moi. Non, mais... On aurait pu chacun se présenter. Alors, je me permets de prendre la parole parce que Uniciel, à vrai dire, pour moi, c'est un peu une nébuleuse. J'en ai entendu parler par Catherine et Philippe parce que je suis très sensible au numérique. J'étais un des premiers utilisateurs de colloques et conférences il y a, on ne va pas dire le nombre d'années. Donc, je suis très très sensible à ça. Sauf que je me rends compte que quand on parle d'Uniciel, on ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Uniciel, IUT en ligne. Alors, il y a le collègue de Limoges, donc j'en profite. Mais je ne sais pas comment formuler ça. Alors, l'accompagnement, oui, bien sûr. Vous avez parlé d'intervention pour parler d'Uniciel. Moi, je suis, alors là, plus que favorable. Je pense que si on pose la question, on faisait un petit sondage auprès des collègues, connaissez-vous, on va même pas dire Uniciel Unit, connaissez-vous les universités numériques? Je pense que le nombre de réponses risque de vous surprendre. Non. D'accord, bon, vous me rassurez. Parce que j'ai souvent l'impression d'être un peu un extraterrestre quand je parle de ça, même si je reconnais que mon niveau de connaissance n'est pas le vôtre. Donc forcément, moi je suis venu parce que les sujets m'intéressent, hein, bien entendu. L'accompagnement, oui, très fortement. Et comment peut-on avancer là-dessus? Alors est-ce que c'est qu'un problème local ou c'est... C'est un problème national, en tout cas partagé nationalement. C'est peut-être un problème local partagé nationalement, mais en tout cas c'est un problème. Je vais réagir, c'est relativement simple. Dans notre premier rôle, grosso modo, on nous demandait de produire. Voilà. Puis il y avait une espèce de présupposé latent qui était, puisqu'on produit, qu'on le met sur un portail, ça va spontanément se diffuser. Hein, voilà, c'était le mythe en tant que tel. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, c'est réglé. On savait pertinemment que ça ne fonctionnait pas comme ça, mais en même temps, on avait des connexions et des usages. Donc voilà, ça fonctionnait. Donc le deuxième point, c'est que
on est vraiment dans des problèmes de complexité qui se situent à plusieurs niveaux. Quand on cherche à diffuser l'information sur une UNT, déjà on a un vrai problème de diffusion, de canal de diffusion. Par exemple, Maxime propose une chose relativement simple, c'est que chaque membre adhérent d'Uniciel diffuse dans sa lettre universitaire, tous les X semaines, peu importe, une information sur il existe une ressource, il existe ceci, il existe cela. Voilà, quelque chose pour dire tiens, ça peut m'intéresser, voilà, tout simplement, au fil de l'eau. Voilà. Rien que faire ça, on va avoir une direction de communication qui nous dit attendez, bougez pas, c'est des choses un peu complexes, il faut qu'on gère toutes les demandes, etc. On y arrive, mais franchement, c'est le travail. Voilà. Et pourtant, c'est intéressant, on alimente en ressources, on rend service, etc. Donc on voit qu'on a un premier problème. Donc ça veut dire qu'on a des priorités dans la communication et l'information qui sont dues à la saturation de l'information. Très clairement, on a un problème de saturation des enseignants-chercheurs sur l'information, ce qui fait que du coup, les enseignants-chercheurs ont des politiques de tri massif de l'information, ce qui fait qu'on est très rarement efficace quand on fait de l'information institutionnelle. Donc moi, concrètement, ce que je fais dans mon propre cadre, je fais de l'affichage sauvage. Il ne faut pas le répéter, c'est ce que je fais. Pourquoi? Que j'en reviens au truc, paf, ouais, voilà, j'ai une petite affiche, si possible un peu cru, noir sur blanc, un peu violent, même pas du joli beau, vraiment du truc un peu en disant tiens voilà, faut que j'attrape la personne comme ça. Évidemment, c'est pas forcément diffusable partout et c'est pas parfait, mais on a un vrai problème. Et pour terminer sur le dernier point, c'est que de fait après, on s'aperçoit qu'on est encore trop souvent dans des actions individuelles des enseignants-chercheurs et pas dans des actions collectives. Alors on sait qu'un des modes de propagation de nos actions, c'est le collectif. Donc c'est juste que là, on est en train d'appréhender ça, on est en train de travailler ensemble sur le sujet, et c'est pas forcément simple de retrouver du collectif. D'où notre cours à Promosciences, à des sociétés savantes et autres, en se disant, on peut travailler sur des collectifs. D'ailleurs, c'est ce qui fonctionne a priori. Sauf que voilà, c'est quelque chose qui se met en œuvre, et sur lequel même entre guillemets, les gouvernances officielles, structurées, les universités, ont du mal à appréhender ces collectifs, parce qu'ils ont comme caractéristique de se recomposer assez facilement en fonction des mouvances organisationnelles. Donc voilà. Donc ça, c'est en effet une vraie difficulté qu'on a pour informer et diffuser. Mais c'est une très bonne réaction que vous avez de dire oui, on ne sait pas assez ce que vous offrez. Et la plaquette, on l'a envoyée à chaque responsable, à chaque gouvernance. On sait que c'est pas suffisant, qu'il faut qu'on fasse cette action de terrain, qui elle-même est peu efficiente, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'autres moyens de le faire. C'est une bonne remarque. Oui, j'ai entendu Limoges, donc je réagis. Mais c'est effectivement pas facile, et je crois que nous avons aussi l'avantage sur Limoges que l'université est une petite université. Alors peut-être que l'information circule plus rapidement et plus facilement. C'est vrai au niveau de la vitesse de circulation de l'information, mais il est vrai aussi que les ressources, et d'une façon générale, les universités numériques thématiques sont insuffisamment utilisées. Mais par contre, je pense qu'il y a un contexte qui est, j'allais dire, favorable à une mise en avant de l'usage, en tout cas, de ces ressources-là. C'est actuellement, si ce n'est pas encore trop tard, ou déjà trop tard, c'est la création des SP, des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Je crois qu'elles sont, ces écoles donc, qui vont succéder aux UFM sont en train de définir, on est en train de construire, de définir le cahier des charges. Et actuellement, il y a des groupes de pilotage qui sont constitués. Bon, ils sont constitués bien évidemment avec des référents de l'université et avec certains anciens référents des UFM. Et dans les différents groupes dont j'observe la composition, puisque ça concerne la formation et la formation des futurs enseignants, je constate que la dimension où des représentants du numérique sont absents, ne sont pas présents du moins. Je pense plus largement qu'ils ne sont pas consultés. Et je crois que là, il y a un vecteur pour arriver à faire en sorte que, justement, les ressources et d'une façon plus générale, les universités numériques entrent dans les usages, c'est de les faire entrer dans le cahier des charges de la définition de ces écoles-là. C'est peut-être pas trop tard. Je dis c'est peut-être pas trop tard, tout simplement parce que s'il y a, d'un point de vue national, pas individuellement chaque université numérique, mais collectivement, une démarche de vouloir être reconnue, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait une obligation qu'il y ait des représentants dans ces comités de pilotage. Sinon, je pense qu'une fois de plus, nous risquons d'être doublés.
parce que c'est pas nouveau. J'étais au préalable responsable des préparations au concours dans l'enseignement technique, et c'est vrai que avant que les universités numériques thématiques soient en place, j'ai constaté qu'il existait quand même des cellules d'usage du numérique dans les rectorats, et notamment dans l'enseignement technique, parce qu'on ne peut pas s'en penser. Et je crois que au niveau de l'enseignement technique, ce secteur-là a été précurseur parce que les enseignants ont été obligés d'utiliser ces ressources-là parce qu'ils étaient devancés par les candidats qui savaient où trouver l'information. Alors, c'est vrai que cette vitesse-là est variable selon les disciplines ou selon les secteurs. Mais je crois qu'actuellement, il y a une situation politique qui est tout à fait favorable. Il y a une chance, il faut la saisir. Pour cette mise en avant, en effet, il y a des enjeux, plus globalement par rapport à la formation des enseignants, il y a des enjeux, il y a des choses qui se jouent en ce moment, c'est très clair, sur divers éléments en tant que tels. Mais oui. Oui, juste un commentaire sur ce que moi j'appelle le travers du numérique. C'est dans les réformes des bacs, donc évidemment les bacs techno m'intéressent fortement, la réforme des bacs techno, notamment le fameux STI 2D. Alors 2D, moi je dis souvent c'est 2D comme ça, parce que franchement, on a vidé un certain nombre de lycées de leurs machines, tout ça pour faire par exemple pour usiner, on va usiner sur un écran. Alors c'est sûr, c'est pratique, hein, ça sent pas mauvais, il n'y a rien à nettoyer. C'est vraiment inquiétant et on y va, hein, ça y est, c'est fait. Donc on va avoir une génération de futurs étudiants. Alors nous, ça ne nous pose pas de problème en IUT, puisqu'on a l'habitude d'avoir le double public, hein. Aussi bien bac techno que bac S, donc nous, on s'est toujours adapté. Mais il y a effectivement des BTS qui sont plus qu'inquiets, hein, vraiment inquiets. Et la réforme est partie, on fera tout en numérique. On fait tout en numérique. Y compris apprendre à limer en numérique, oui, c'est intéressant. Ça va user des souris, ça va faire du consommable, mais... Il y a un très beau serious game sur le sujet. Non, je plaisante. Plus sérieusement, ce qui est évoqué là, et je pense que c'est important moi, du coup, je voudrais faire la liaison par rapport avec Uniciel. Si je paraphrase en disant numérique sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est de dire simplement que oui, le numérique, c'est un outil. Il a ses avantages et ses inconvénients. Uniciel, on est sur le numérique et la pédagogie et la didactique. C'est-à-dire qu'on est aussi lié à des disciplines qui ont leurs particularités en tant que telles, qui ne sont pas transférables d'un objet à un autre. Il y a des choses qui sont transférables, d'autres qui ne sont pas transférables, et donc il faut en tenir compte. On est aussi dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on a une culture. On a une culture qui est celle des sciences dures. Alors, avantages, inconvénients, hein, on pourra en discuter. Sciences dures à la française en plus, avec une marque de fabrique. Hein, c'est impressionnant toujours cette marque de fabrique qui se traduit concrètement, hein, quand un étudiant étranger arrive et qu'il a appris différemment, voilà, ça n'intègre pas tout à fait. Donc tout ça, c'est un contexte dans lequel le numérique est un élément, et en tout cas l'exemple de l'enseignement technologique, mais c'est vrai pour beaucoup de nos formations, hein, puisque même un chercheur, quelque part, il doit avoir une vision, enfin surtout, il doit avoir une vision de la réalité, puisqu'il va devoir travailler sur des sujets qui vont s'en éloigner, ça rapprocher très fortement. Il a en effet une perte de notion de plus en plus du concret et du réel par rapport à ça. Mais ça, c'est aussi une politique globale. Et donc le numérique, pour nous, ça remplacera jamais tout. Et notamment, ça remplacera pas le fait de voir une fois dans sa vie ce que c'est qu'une lime et ce que c'est qu'une pièce de métal. Parce que c'est important. Voilà. Du coup, on arrive à l'heure de la pause. Et comme vous l'avez dit, on se connaît en partie et on ne se connaît pas en partie. Donc c'est aussi un moment d'échange. Et donc n'hésitez pas à échanger entre vous au moment de la pause et à vous mélanger. Et je ferai avec Maxime un petit tour et Marie pour vous mettre en relation les uns les autres.